Merci, vous en entendez bien, je crois. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis très honoré de vous trouver parmi vous. Merci d'être venu si présent, si nombreux, peut-être pas tous concernés par l'âge de rugby. Néanmoins, ça fait plaisir de voir une salle pleine et puis aussi honoré d'intervenir après M. Benachour. Et merci de m'accueillir dans la ville rose, j'allais dire la ville morose, pour donner le climat. Alors, je vais intervenir également sur les questions constitutionnelles, mais à partir d'un triple regard, celui d'un enseignant en sociologie politique et en sociologie des institutions. Alors, je ne suis pas juriste, je suis sociologue, politiste, celui d'un spécialiste des transitions post-communistes, puisque mon principal objet de recherche, c'est la Pologne, c'est pas la Tunisie. Mais celui aussi d'un observateur de la Tunisie, où j'enseigne depuis plusieurs années à l'Institut Tunis Dauphine et où je mène des recherches depuis 2 ans sur des sujets sur lesquels peut-être nous reviendrons. Alors le débat d'aujourd'hui est l'occasion, me semble-t-il, de revenir sur ce qu'est une constitution, sur ce que sont les fonctions d'une constitution, à quoi elle sert, et aussi comment on peut s'en servir. C'est encore une fois le sociologue et non pas le juriste qui parle, c'est pas non plus le politique ni le citoyen. Il a été question tout à l'heure de légitimité, je n'ai pas de légitimité à donner mon avis sur la Constitution en tant que citoyen. J'ai peut-être une petite légitimité à dire ce que ce projet m'inspire, à parler du contexte tunisien d'aujourd'hui, du point de vue des sciences sociales. Alors, le débat d'aujourd'hui est intéressant. La question qui nous a été posée, c'est le projet de constitution répond-il aux objectifs de la révolution? Cette question est extrêmement difficile, car pour répondre à cette question, il faudrait, me semble-t-il, partager au moins 3 présupposés. Car au fond, dans la question, il y a 3 présupposés. Le premier présupposé, ça a été rappelé tout à l'heure par Yann Benachour, que l'on partage tous la même acception de ce qu'est une révolution. Deuxième présupposé, que celle-ci, si l'on considère qu'il y a effectivement bien eu une révolution en Tunisie, et bien que cette révolution ait eu des objectifs. Et puis troisième présupposé, qu'une constitution, une constitution, ça n'est que de la matière écrite, c'est du texte, c'est des mots, c'est des lettres qui sont enchâssés les uns avec les autres, et même qu'une constitution soit dotée d'un pouvoir quasi magique qui lui donnerait la capacité de répondre à ces fameux objectifs. Objectifs qui, eux, ça a été rappelé tout à l'heure également, ne sont pas faits de lettres et de mots. Ce sont des attentes concrètes en termes de liberté, en termes de justice sociale ou de dignité. Mais au moins peut-on attendre d'une constitution qu'elle produise de l'ordre et de la stabilité politique. Nous le verrons tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de développer ces 3 présupposés en donnant simplement des remarques qui me semblent peut-être utiles pour le débat. Alors d'abord, premier présupposé, je le rappelle, répondre à la question que vous posez suppose de partager la même acception de ce qu'est une révolution. Alors vous dites la révolution, mais s'agit-il bien d'une révolution? Ce que l'on peut dire, non pas d'un point de vue politique, mais d'un point de vue, disons, scientifique ou sociologique, ce n'est pas une révolution. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de définition, il n'y a pas de concept qui serait défini de manière stable et consensuelle de ce que serait une révolution. Il y a de multiples exceptions. Il y a bien sûr la définition marxiste, normative, utopique peut-être, de l'idéologie marxiste, c'est la révolution prolétarienne. Il y a des exemples historiques. Alors, on retient très souvent l'exemple historique de la Révolution française, qui est une révolution bourgeoise. Il y a donc très peu en commun de ce que pourrait être une véritable révolution prolétarienne. Et on voit assez bien que la dite révolution tunisienne ne ressemble ni à l'une ni à l'autre. En fait, le terme révolution, c'est un mot valide, c'est-à-dire qu'on peut y mettre ce que l'on veut et l'emmener où l'on souhaite. Mais surtout, me semble-t-il, l'ambiguïté du terme même de révolution tient au fait qu'on ne sait pas si la révolution c'est l'action, c'est le processus même de contestation, ou bien si c'est son résultat. Est-ce que la révolution, c'est de se lever contre l'oppresseur? C'est la fameuse image que l'on connaît en France
du peuple sur les barricades. C'est aussi l'image qu'on retient de l'expérience tunisienne, des mobilisations à Sidi Bouzid et dans la région du bassin minier. Est-ce que c'est ça la révolution? Non. Est-ce que c'est l'action ou est-ce que c'est lorsque l'oppresseur est tombé, c'est-à-dire le résultat de cette action? C'est une distinction très importante et certains historiens, par exemple, ont cherché à donner du sens à cette distinction. Je pense ici à Charles Tilly, par exemple, qui proposait une distinction assez sensée. Il disait qu'il faut distinguer ce qu'on appelle une situation révolutionnaire d'une issue révolutionnaire. La situation révolutionnaire, c'est donc la mobilisation, parfois réprimée, et puis l'issue révolutionnaire, c'est la chute du régime. Mais d'autres auteurs considèrent que l'issue révolutionnaire proposée par Chastille n'est pas vraiment révolutionnaire. Après tout, est-ce que la révolution est terminée dès lors que l'oppresseur tombe? Pas nécessairement. Pour d'autres auteurs, donc, pour que la révolution soit accomplie, il faut aller au-delà de la chute du régime, il faut une transformation radicale de la société. Et par exemple, une sociologue américaine, Theda Skocstol, distinguait ce qu'elle appelle une révolution politique. C'est la chute du régime et le changement qui suit, le changement institutionnel. Elle distinguait cela de la révolution sociale, c'est-à-dire une transformation profonde des structures sociales, etc. Ce qui est intéressant dans le cas tunisien, me semble-t-il, c'est tout de même, vous l'avez rappelé tout à l'heure, de constater que le terme de révolution, c'est malgré tout ça imposé dans le discours politique. Et il faut rappeler, et c'est très important, me semble-t-il, de le rappeler, que la notion est mobilisée, il suffit de voir la presse, y compris étrangère, qu'à partir du 14 janvier. C'est-à-dire que ce qui a entraîné l'usage du terme, c'est l'issue, alors la plus visible, la plus spectaculaire, qu'a été la chute de Ben Ali, le départ de l'oppresseur, entre guillemets, en Arabie Saoudite. Jusque-là, on a parlé de révolte sociale, puis de révolte politique. C'est intéressant de réouvrir la presse de l'époque pour voir comment petit à petit la qualification de ce qui se déroulait à ce moment-là a évolué. Et pour le dire autrement, sans doute peu de personnes mobilisées en effet n'avaient en tête jusque-là de faire une révolution. Je rappelle cette belle phrase de Karl Marx qui fait écho à ce que d'ailleurs vous avez rappelé tout à l'heure. Ce sont les hommes qui font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Parce que Marx, au-delà d'avoir été un économiste, il était aussi un historien du temps présent. Il a étudié 1848 ou 1870 en France, et c'est ce qu'il pouvait comprendre. Alors, je le rappelle, je le disais, la notion a été employée à partir du 14 janvier, mais elle a pris à partir de ce moment-là plusieurs sens en fonction des personnes qui le mobilisent. Pour les uns, la révolution, c'est uniquement la séquence 17 décembre, 14 janvier, prend place ensuite ce qui s'est appelé la transition démocratique. Autrement dit, pour cela, la révolution se termine le 14 janvier et après commence une nouvelle séquence. Pour les autres, au contraire, le 14 janvier ne serait qu'une pulsation dans un processus révolutionnaire beaucoup plus long qui durerait aujourd'hui. Et donc, Casbah 1, Casbah 2 seraient également des moments importants de ce processus, mais processus qui continuerait toujours aujourd'hui. D'une certaine manière, la haute instance, surtout à partir du moment après Casbah 2 où elle a tenu compte des attentes de ces mobilisations, et donc où elle a inclus en son sein des représentants des régions, des représentants des différents groupes mobilisés, eh bien, a proposé un compromis entre ces deux visions. Et d'ailleurs, l'intitulé de la haute instance, qui évoque à la fois la transition démocratique, mais aussi la révolution, illustre très bien. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui pensent que la révolution, c'est encore aujourd'hui, et c'est aussi demain, c'est-à-dire que c'est encore un horizon. Et d'une certaine manière, j'analyserai ça de la façon suivante. Les partisans de la première conception sont en quelque sorte poussés par les autres en permanence, pressés par les autres, ceux qui portent la deuxième conception, à adopter celle-ci. En tout cas, ce qui m'intéresse moi comme chercheur, c'est de constater que la révolution est aujourd'hui, quelles que soient les divergences d'appréciation, un impératif catégorique pour les acteurs politiques et pour les commentateurs. Il n'est pas sûr que tous aient en fait la même conception, la même exception, mais tous en tout cas mobilisent aujourd'hui ce terme
Deuxième remarque. À propos des objectifs donc, de la révolution. Vous dites dans l'intitulé également les objectifs de la révolution. Mais la révolution a-t-elle des objectifs? Il existe certainement des révolutions à adjectifs, révolution sociale, révolution politique, mais y a-t-il des objectifs révolutionnaires? Toutes les enquêtes qui ont été menées sur de nombreuses révolutions, mais aussi, car elles existent, des enquêtes menées sur la révolution tunisienne, à partir d'entretiens, à partir d'observations, y compris à Sidi Bouzid, ont montré qu'effectivement, le processus contestataire n'a ni intention initiale, ni projet coordonné, et pas de conception claire des fins de l'action révolutionnaire. Et on pourrait multiplier les exemples en histoire. La Révolution française, donc 1789. Vous savez, ce sont les députés du tiers-État, qui représentent donc en gros la bourgeoisie française, présents aux États généraux, qui vont se déclarer Assemblée nationale et qui vont abolir les privilèges. Eh bien, ces députés-là, une enquête d'un historien qui a récupéré les notes qu'ils prenaient à ce moment-là, les lettres qu'ils envoyaient à leurs épouses, a montré qu'ils sont devenus révolutionnaires au cours même de l'année 89 et que jamais ces députés-là, qui ont pourtant accompli les principaux peut-être au moment de la Révolution française, eh bien, n'avaient pas d'intention révolutionnaire. C'est la contingence événementielle, c'est le processus même qui consiste à travailler au quotidien dans une assemblée, et c'est la prise en compte aussi des attentes populaires qui s'exprimaient dans la rue, qui les ont transformés comme révolutionnaires. La Pologne, en 1989, la Pologne a accompli son changement de régime sous la forme de ce qui s'est appelé une table ronde. Alors, une table ronde, ça me fait un petit peu penser à la haute instance, c'est une sorte de semi-institution, parce que c'est pas une institution inscrite dans la Constitution, elle n'existe pas juridiquement. Et en même temps, c'est tout de même un processus légal dont les décisions vont être transformées en loi. Eh bien, et les membres de cette table ronde qui réunissaient des représentants du pouvoir communiste et des représentants de l'opposition n'étaient pas non plus élus, ils étaient nommés. Eh bien, cette table ronde donc était composée de représentants de l'opposition, incarnés à l'époque par le syndicat Solidarité. Eh bien, ces gens-là n'avaient pas du tout, en acceptant la participation à la table ronde, l'intention de renverser le régime. Et d'ailleurs, le pouvoir communiste ne souhaitait pas non plus renverser le régime. Il voulait simplement discuter avec des représentants de l'opposition de réformes économiques à mettre en place dans un contexte de pénurie, d'endettement extrême, de façon à ce que le coût politique des réformes qui allaient être entreprises soit partagé politiquement par les représentants de l'opposition, pour éviter justement de braquer l'opposition contre le régime et braquer la population contre le pouvoir. Pourquoi l'opposition, à ce moment-là, a-t-elle accepté de participer à cette table ronde? Non pas pour transformer le régime, non, même pas pour participer à des élections. En fait, l'acceptation de l'opposition à participer à des élections qui ont eu lieu juste après était une concession de leur part, et non pas une volonté de leur part, puisque c'est une forme de cooptation dans le champ institutionnel. Pourquoi est-ce que l'opposition, à ce moment-là, a participé à cette table ronde? Essentiellement pour légaliser le syndicat dont ils étaient issus. Et donc pour une réforme du pluralisme syndical et non pas du pluralisme strictement politique, et même pas pour une loi sur les partis permettre aux partis politiques de se constituer. Eh bien, la table ronde, peu ou prou, qui a duré 2 mois, a donné lieu à des accords, puis des élections ont eu lieu. Et jusqu'au résultat des élections, personne n'imaginait que le régime allait basculer. C'est le résultat et le choix du peuple polonais extraordinaire de voter essentiellement pour les représentants de l'opposition qui a ensuite permis une accélération du changement de régime. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, finalement, une révolution s'accomplit, ou un changement de régime, une transformation, une transition s'accomplit sans nécessairement d'intention, de projet, et surtout sans acteurs omniscients qui en décideraient, de son déroulement. Au fond, il y a d'objectifs à une révolution que les objectifs
que ceux qui prétendent parler en son nom lui donnent à prix. Alors, ce qui ne veut pas dire que ces objectifs soient illégitimes, bien entendu, mais il faut reconnaître, il faut accepter que tous ceux qui parlent au nom des révoltés, au nom des révolutionnaires, voire au nom des martyrs, eh bien, exercent une forme d'expropriation symbolique, en parlant en leur nom, et donc à leur place. Et pour les révoltés, qui eux peut-être ne s'expriment pas, eh bien, ils peuvent ressentir une forme de dépossession à leur parole, et pas récupérer, mais disons portée par d'autres qu'eux-mêmes. Et d'ailleurs, on prête un peu d'attention à ce que les gens ont en tête. Aujourd'hui en Tunisie, quand ils évoquent les objectifs de la révolution, on constate énormément de diversité. Pour les uns, les objectifs de la révolution, c'est la démocratie. Pour les autres, c'est la dignité. Pour les autres, encore, la liberté d'affirmer sa religion. Chacun, au fond, projette sur la révolution et les révolutionnaires ses propres attentes, en fonction peut-être de leur propre histoire, mais aussi des considérations du moment. Je terminerai ce deuxième point par juste une remarque qui pourrait être un élément de la discussion. On parle beaucoup des objectifs de la révolution, mais quand même très peu des acquis de la révolution. Vous avez rappelé tout à l'heure que, en matière de liberté d'expression notamment, on pouvait considérer cela comme un acquis. Il est vrai que la discussion porte très peu sur ce qui est déjà acquis, qui pourrait être consolidé peut-être pour envisager la voie à suivre désormais. Troisième point, qui est peut-être le plus important, dans l'intitulé, il y a cette présupposée ou cette idée implicite qu'une constitution a la capacité à répondre à des objectifs politiques, socio-économiques, etc. Bref, que le droit a une efficace particulière. Le droit, au fond, ne serait pas seulement un outil ou un instrument, ce ne serait pas comme du texte, c'est bien autre chose, et c'est d'ailleurs une idée très répandue dans la sociologie, puisque un auteur très célèbre qui s'appelait Pierre Bourdieu parlait de la force du droit, pour dire que le droit, notamment le droit constitutionnel, avait une force symbolique particulière, qu'il était capable, par exemple, d'objectiver, c'est-à-dire de faire entrer l'arbitraire dans l'ordre des choses. Par exemple, il contribue à faire accepter le principe de l'impôt, ce qui me paraît tout à fait évident. Il contribue aussi à nommer les réalités, même à assigner des identités. Par exemple, être sans papier recouvre, dans la réalité, des situations très diverses. On peut penser que beaucoup d'entre eux sont d'abord des victimes, mais le droit dit le sans-papier n'est pas une victime, c'est un clandestin, c'est un délinquant. On voit bien comment le droit, n'importe quel type d'ailleurs de disposition légale, a des effets d'objectivation, d'assignation d'identité. Alors, qu'en est-il du droit constitutionnel? Et là encore, je mesurerai d'un point de vue du sociologue et bien sûr du point de vue du spécialiste du droit constitutionnel. Est-ce que le droit constitutionnel, le fait de faire une constitution, dans un contexte si délicat, si instable, si difficile qu'est un contexte de changement de régime, eh bien, a cette efficace particulière? Je répondrai en deux points. Premier point, oui, le droit compte. Pourquoi il compte? Car dans certaines situations, il permet de stabiliser une situation critique face à un événement qui rend les choses instables. Eh bien, le droit, effectivement, permet de stabiliser une situation. Un très bon exemple, c'est la France en 1958, contexte de l'effondrement de la 4ème République, rendu instable par le parlementarisme, contexte de la guerre d'Algérie, vous connaissez cette histoire. Le général de Gaulle est rappelé au pouvoir. Et qu'est-ce qui va faire qu'il va sortir de la crise du 13 mai 58? C'est pas le contenu de la Constitution, comme on le dit maintenant, c'est-à-dire une Constitution qui stabilise les pouvoirs et qui accorde au président de la République un rôle central. C'est le fait même de dire qu'on allait écrire une Constitution qui compte alors. En fait, le processus constitutionnel a une fonction de réassurance, elle crée de la confiance. Et le général de Gaulle, à ce moment-là, a voulu rassurer les Français en se mettant du côté de la légalité. Deuxième raison pour laquelle le droit compte, parce qu'il y a une dimension symbolique, c'est qu'effectivement, une constitution peut unifier un peuple autour d'un projet national. Cela étant, tout dépend du contexte, et tout dépend aussi de la façon dont
la Constitution est produite. Les modalités de l'écriture de la Constitution comptent énormément, et de ce point de vue, la légitimité des constituants est essentielle. Je me souviens d'un colloque auquel j'avais participé, où vous étiez intervenu, M. Benachour, en 2011, et où était invité M. Badinter, qui vous avait dit, à ce moment-là, vous êtes en situation d'apesanteur politique, puisque ce n'est ni votre nomination, ni vos compétences, ni votre travail, mais la finalité de celui-ci qui légitimera a posteriori votre activité en tant que président de cette haute instance. Et effectivement, ce qui est essentiel dans la situation présente actuellement en Tunisie, c'est peut-être moins le contenu final du droit, le contenu de la Constitution, que l'existence même d'une procédure constitutionnelle. Il est vrai qu'en Tunisie, on accorde beaucoup d'importance au droit, et notamment à la Constitution, et ça peut s'expliquer par l'histoire même de ce pays, notamment l'existence du référent constitutionnel dans la vie politique de ce pays, pacte fondamental de 1857, constitution de 1861, constituant entre 56 et 59, les principaux partis politiques qui ont marqué l'histoire de ce pays, que ce soit le Destour et même le Rassemblement constitutionnel démocratique, eh bien, font référence directement à cette notion de constitution. Eh bien, si j'ai le temps de donner quelques exemples issus de l'expérience est-européenne, ce n'est pas si évident que cela. Tous les changements de régime, toutes les procédures de transition démocratique n'accordent pas nécessairement autant d'importance à la procédure constitutionnelle. Et de fait, en 89, en Europe centrale et orientale, ça n'a pas été à ce point le cas. Que s'est-il passé? D'abord, quasiment nulle part, dans tous les pays d'Europe centrale qui sortaient du communisme, on a fait table rase des institutions politiques du régime communiste. On s'est contenté de griffonner la Constitution, d'enlever quelques articles, notamment l'article qui disait le rôle moteur du Parti communiste. On a changé comme ça quelques articles, mais on n'a pas ouvert immédiatement de débat politique, on n'a pas focalisé le débat politique sur la nécessité d'une nouvelle constitution. D'une certaine manière, les deux pays seulement où on a fait une assemblée constituante, la Bulgarie et la Roumanie, sont les deux pays dont on a pu dire par la suite qu'ils avaient mis le plus de temps que les autres pour se démocratiser. Partout ailleurs, Pologne notamment, République tchèque, etc., c'est l'Assemblée législative ordinaire qui a bénéficié évidemment d'un renouvellement de ses membres à l'occasion d'élections, qui a porté la procédure constitutionnelle. Deuxième remarque, le processus constitutionnel, un peu comme un accordéon, a duré plus ou moins longtemps en fonction des pays. 12 mois en Bulgarie, 8 ans en Pologne. Et en attendant, on a constitué en Pologne une petite constitution, comme on l'a appelé, qui ressemble un petit peu à la somme des décrets lois qu'on a décrits en Tunisie jusqu'à aujourd'hui, qui est une petite constitution qui fait plus ou moins consensus et qui permet d'organiser les rapports entre les pouvoirs publics. Troisième remarque, tout le processus constitutionnel de l'Europe centrale a été marqué par des marchandages et des compromis entre les forces politiques, qui bien évidemment, dans ce contexte précis, et parce que ces forces politiques nouvelles, la plupart, espèrent s'agrandir, eh bien, dans les débats constitutionnels, défendent peut-être l'intérêt général, mais aussi leur intérêt de parti. Mais je dirais qu'il n'y a rien d'anormal à ça, puisque c'est le principe même de la vie démocratique que de confronter des convictions ou des idées politiques différentes. Troisième ou quatrième remarque, je ne sais plus à propos de ces constitutions à l'Est, c'est que le texte constitutionnel n'est jamais dans sa forme achevée. C'est-à-dire que il peut être remis en cause, il a été remis en cause à plusieurs reprises. Le processus constituant connaît des moments de fixation, mais il n'est jamais achevé car, me semble-t-il, aucune constitution écrite sur le papier, faite sur le papier,
ne peut à elle seule déterminer les types de rapports entre les pouvoirs publics, ne peut garantir la stabilité. Et donc, en Europe centrale, ça a été le cas. On est revenu plusieurs fois on a remis la Constitution sur le métier à plusieurs reprises, car elle n'était pas parfaite et qu'il fallait à chaque fois revenir dessus. Et puis, dernière remarque à ce sujet, peut-être le fait que ce soit l'Assemblée législative et les forces politiques qui étaient représentées dans cette Assemblée qui a décidé du contenu de la Constitution explique que la plupart des pays, d'ailleurs tous les pays, ont adopté des régimes parlementaires. Des régimes parlementaires, vous savez, la définition de régime parlementaire, c'est pas nécessairement que l'Assemblée s'approprie le jeu politique. C'est tout simplement des formes de séparation souple des pouvoirs. Et ces régimes parlementaires n'excluaient absolument pas qu'il puisse y avoir un président élu au suffrage universel, par exemple. On peut très bien imaginer une coexistence entre un président élu au suffrage universel et un régime parlementaire. C'est d'ailleurs le cas de la France, puisque, comme vous le savez, la France est, d'un point de vue juridique, un régime parlementaire, mais qui a intégré dans sa Constitution des mécanismes de rationalisation du parlementarisme pour éviter qu'on revienne à un régime typique de la 4e République ou de la 3e République. Mais d'un point de vue formel juridique, je ne peux pas me tromper devant un spécialiste, c'est un régime parlementaire. On a créé une catégorie qui est une catégorie qui ne relève pas de la doctrine juridique, qui est celle du régime semi-présidentiel, pour qualifier l'évolution de ce régime parlementaire français, qui progressivement a accordé de plus en plus d'importance au président. Justement, un mot, et je terminerai à ce sujet parce que je voudrais laisser vraiment le temps à la discussion, un mot qui me paraît important. Et là encore, c'est le sociologue qui parle et pas le juriste. Lorsque un texte de droit est écrit, lorsque une constitution est rédigée, elle laisse place à des interprétations, aux interprétations faites évidemment par des acteurs politiques, aux interprétations aussi faites par les spécialistes de droit qui sont convoqués pour interpréter la Constitution, mais, me semble-t-il, la pratique des institutions compte au moins tout autant que la lettre de la Constitution. Et il y a peut-être une forme de juridisme, de fétichisation, disons, de la lettre constitutionnelle, à croire que tout est inscrit dans la règle écrite. Alors qu'en réalité, pour qu'une constitution, quand une constitution vient à vivre, elle peut être à contourner, mais en tout cas, elle peut, dans sa pratique, s'éloigner considérablement de l'intention du législateur ou du constituant. L'exemple de la France, là encore, est très intéressant. Elle est d'une ambiguïté extrême. Article 5 de la Constitution de la 5e République. Que dit-il? Le président de la République préside le Conseil des ministres. On peut penser qu'il est au-dessus du Premier ministre. Article 20, que dit-il? Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il ne fait pas qu'exécuter la politique de la nation, il la détermine. Dans la Constitution de la 5e République est inscrite l'ambiguïté même au sein même de l'exécutif. Et le texte ne dit pas que c'est le président de la République, même si on lui accorde des pouvoirs propres, que c'est le président de la République qui dirige clairement l'exécutif. Qu'est-ce qui va faire que la 5e République soit aujourd'hui devenue une constitution semi-présidentielle, très présidentialisée? Eh bien, plusieurs aspects, notamment l'émergence de ce qu'on a appelé le fait majoritaire, c'est-à-dire qu'il faut aussi que la règle électorale permette au président d'obtenir une majorité, et deuxièmement, également, que les titulaires du poste présidentiel infléchissent le rôle présidentiel dans ce sens. Et si je reviens à l'Europe centrale orientale, par exemple, des constitutionnalistes ont montré comment le rôle du président de la République, par exemple polonaise, après 89, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, a considérablement évolué. Au début, le président de la République donne une impulsion,
est un président très investi dans la vie politique, dirige au fond l'État, et puis progressivement, il va laisser place à l'émergence de son Premier ministre qui, lui, en tant que chef du gouvernement, va prendre une position de plus en plus importante. Et on voit bien que ce qui va expliquer cette évolution, c'est pas le changement du texte, puisqu'au fond, de ce point de vue, le texte a très peu changé, c'est bien plus la façon dont les acteurs politiques vont façonner leur rôle à mesure qu'ils en font l'expérience. Vous savez qu'il y a plusieurs façons d'agiter un rôle politique, avec ou sans cravate, par exemple, pour faire référence au président tunisien, mais c'est pas anecdotique. Hein, ça produit des effets symboliques. Et puis c'est une façon de formaliser le rôle qui est tout à fait importante. Et je terminerai en disant que l'évolution des institutions n'est pas seulement, alors je l'ai déjà dit, une question de règles écrites, c'est pas seulement une question de personnes, hein, il ne faut pas trop personnaliser les institutions, c'est aussi en rapport avec des processus sociaux. Et par exemple, en France, si le président de Gaulle est parvenu à imposer une définition très présidentielle de son propre rôle, et donc de la Cinquième République, c'est pas seulement parce qu'il en avait envie, c'est aussi parce que ça répondait à des attentes, y compris parmi les élites françaises, notamment chez les hauts fonctionnaires, qui en avaient marre, pour diriger l'État, de cette délibération à outrance qu'incarnait le Parlement sous la Quatrième République, et qui donc étaient prêts à s'en remettre à un pouvoir décisionnel qu'incarnait alors le président de la République. Je termine là. Merci.